Lorsqu'on observe Didier Deschamps aujourd'hui, avec son visage fermé dans les moments de tension, cette manière presque instinctive de contrôler ses émotions et cette obsession pour le collectif, il est tentant de croire que l'homme a toujours été ainsi. Pourtant, derrière celui qui est devenu l'un des personnages les plus importants de l'histoire du football français, se trouve d'abord un enfant du Pays Basque, élevé loin des projecteurs, dans un univers où le travail, la famille et la retenue occupaient une place centrale. Didier Claude Deschamps naît le 15 octobre 1968 à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. La Fédération française de football confirme cette date, son lieu de naissance ainsi que les 103 sélections qu'il accumulera plus tard sous le maillot bleu. En août 2026, il a donc 57 ans. Il grandit dans la région de Bayonne et d'Anglet, au sein d'une famille qui n'appartient pas au monde privilégié du football professionnel. Son père, Pierre, travaille notamment comme peintre en bâtiment et pratique le rugby amateur, tandis que sa mère, Ginette, exerce comme vendeuse de laine. Didier est le deuxième fils de la famille, après Philippe, son frère aîné. Cette origine modeste compte beaucoup pour comprendre le personnage. Avant les hôtels 5 étoiles, les voyages internationaux, les finales européennes et les conférences de presse mondiale, il y a un garçon qui apprend très tôt que la réussite ne tombe pas du ciel. Son père lui transmet le goût de l'effort et du sport, mais Didier ne se limite pas au football. Dans sa jeunesse, il pratique plusieurs disciplines et montre des aptitudes physiques évidentes. Cette polyvalence contribue à fabriquer ce qui deviendra plus tard l'une de ses caractéristiques fondamentales. Une capacité exceptionnelle à supporter l'effort, à répéter les courses et à rester concentré dans les moments où d'autres joueurs commencent à perdre leur lucidité. Le football finit cependant par prendre le dessus. Deschamps passe par l'aviron bayonnais avant d'attirer l'attention du FC Nantes. Il rejoint la formation nantaise au début des années 1980, quittant ainsi très jeune son environnement familial. Ce départ représente une première rupture. À cet âge, beaucoup d'adolescents découvrent progressivement leur indépendance. Lui doit apprendre simultanément la discipline du sport de haut niveau, l'éloignement des parents, la concurrence et une certaine solitude. Il n'est pas encore Dédé, le capitaine des champions du monde, il est un jeune basque qui doit prouver quotidiennement qu'il mérite sa place. Nantes est alors réputée pour son école de football et pour une conception très exigeante du jeu collectif. L'individu doit comprendre le mouvement des autres, anticiper, se rendre utile même sans toucher le ballon. Pour Deschamps, cette philosophie agit presque comme une seconde éducation. Là où certains jeunes joueurs cherchent à montrer leur technique individuelle, ils développent progressivement une autre forme d'intelligence. Savoir où se placer, quand presser, comment équilibrer une équipe et surtout comment faire travailler plusieurs talents ensemble. La FIFA soulignera plus tard que ses qualités de leader apparaissent extrêmement tôt. Il porte déjà le brassard à Nantes alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. Le 27 septembre 1985, il effectue ses débuts dans l'élite avec Nantes. Il n'a pas encore 17 ans. Cette saison marque aussi une transformation de sa vie personnelle. C'est à Nantes qu'il rencontre Claude, alors étudiante en orthophonie. Cette rencontre, apparemment ordinaire à l'époque, deviendra l'un des fils conducteurs de toute son existence. Des décennies plus tard, Deschamps reconnaîtra lui-même qu'il traversait alors une période où, découvrant l'argent et une certaine liberté, il aimait davantage les sorties et les fêtes. La présence de Claude, dira-t-il, a joué un rôle stabilisateur et l'a aidé à revenir vers une vie plus structurée. C'est un détail essentiel, parce que la construction du joueur et celle de l'homme se produisent presque simultanément. Sur le terrain, Nantes lui enseigne la discipline. Dans sa vie privée, sa relation avec Claude lui apporte une stabilité quotidienne. Très tôt, Deschamps comprend donc que le talent seul ne suffit pas. La carrière professionnelle exige des choix, des renoncements et une régularité parfois incompatible avec les plaisirs spontanés d'un jeune homme de 17 ou 18 ans. Puis survient l'une des épreuves les plus cruelles de son existence. En décembre 1987, son frère aîné, Philippe, meurt à seulement 22 ans dans un accident d'avion. Didier n'a que 19 ans. Plus de 30 ans après, lorsqu'il accepte d'évoquer ce drame, il explique que le temps permet de continuer à vivre, mais n'efface pas une telle perte. Le traumatisme reste lié pour lui à la période de Noël et à cette impression d'injustice que l'on ne peut véritablement réparer. On peut difficilement mesurer précisément l'influence psychologique d'un drame aussi intime, et il serait abusif de prétendre expliquer tout le caractère de Deschamps par cette tragédie. Mais une chose est documentée, il a grandi en portant très tôt la disparition d'un proche. Cette expérience éclaire au moins sa pudeur, Deschamps montre rarement ses blessures en public. Il préfère contrôler, avancer et se concentrer sur la prochaine obligation. Cette manière de compartimenter les émotions deviendra presque une signature lorsqu'il sera capitaine puis entraîneur. À Nantes, la progression continue. Son intelligence tactique et sa maturité séduisent les entraîneurs. Il comprend qu'il n'a probablement pas le profil du dribbleur spectaculaire qui fera lever un stade à chaque prise de balle. Sa valeur se situe ailleurs. Il récupère, oriente,
couvre les déplacements de ses partenaires, parle et organise. Cette capacité à faire fonctionner les autres sera parfois moquée par certains observateurs, mais elle deviendra précisément la source de sa longévité. Sa première sélection avec l'équipe de France arrive le 29 avril 1989 face à la Yougoslavie. Il entre dans un autre monde. À 20 ans seulement, le garçon parti du Pays Basque appartient désormais à l'élite nationale. La FFF recense 103 sélections au terme de sa carrière internationale et 54 rencontres comme capitaine, chiffre qui donne, rétrospectivement, une dimension particulière à cette première apparition. Quelques semaines plus tard, sa trajectoire le conduit vers l'Olympique de Marseille. Il quitte Nantes pour un club où la pression médiatique et l'ambition sont d'une toute autre dimension. L'adolescent discret est devenu un professionnel demandé. Pourtant, le moteur profond semble rester identique. Gagner sa place, rendre l'équipe meilleure et ne jamais confondre reconnaissance publique et sécurité personnelle. La carrière de Didier Deschamps possède une particularité presque unique. Elle semble avoir connu plusieurs vies successives. Il a été jeune espoir, milieu de terrain considéré davantage comme indispensable que spectaculaire, capitaine d'une génération historique, entraîneur de clubs prestigieux puis sélectionneur pendant 14 années. À chaque étape, la même question revenait, jusqu'où peut aller un homme dont le principal talent consiste précisément à rendre les autres meilleurs? Après Nantes, Deschamps rejoint Marseille en 1989. Son parcours connaît un détour par Bordeaux avant un retour à l'OM. C'est dans la cité phocéenne qu'il entre définitivement dans l'histoire du football européen. Le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille bat l'AC Milan 1-0 et devient le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Deschamps est capitaine de cette équipe. L'UEFA le répertorie officiellement parmi les capitaines vainqueurs de la compétition en 1993. Cette victoire transforme son statut. L'homme qui n'est pas le plus spectaculaire devient celui à qui l'on confie le brassard lorsque les enjeux sont les plus élevés. Cette distinction résume une grande partie de sa carrière. Deschamps n'a jamais prétendu être un artiste du ballon comparable aux plus grands créateurs de son époque. Son génie est ailleurs. Il comprend la structure d'une équipe. Il sait ce que signifie couvrir un partenaire, ralentir une transition adverse ou parler à un coéquipier au moment où la tension menace de l'emporter. En 1994, il rejoint la Juventus. En Italie, son football trouve un environnement presque idéal. Culture tactique, discipline, exigence et obsession du résultat. Il y remporte 3 titres de champion d'Italie ainsi qu'une nouvelle Ligue des Champions en 1996. L'UEFA rappelle qu'il a gagné la compétition avec Marseille en 1993, puis avec la Juventus en 1996, performance réservée à un cercle limité de joueurs. Mais le sommet émotionnel de sa carrière de joueur arrive avec la France. Aimé Jacquet fait de Deschamps le capitaine des Bleus. Le 12 juillet 1998, au Stade de France, l'équipe française bat le Brésil 3-0 et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. C'est Deschamps qui soulève le trophée. 2 ans plus tard, il est encore capitaine lorsque la France remporte l'Euro 2000. La FFF résume cette époque en rappelant qu'il a porté le brassard à 54 reprises et qu'il a été au cœur des plus grands succès de cette génération. À cet instant, l'ancien garçon de Bayonne est devenu un symbole national. Pourtant, il termine progressivement sa carrière de joueur après des passages à Chelsea et Valence. En 2001, à seulement 32 ans, il raccroche les crampons. Pour certains champions, la retraite signifie une perte de repère. Pour Deschamps, elle ouvre presque immédiatement une nouvelle compétition. Il devient entraîneur de l'AS Monaco. Les débuts ne sont pas toujours simples, mais il conduit le club jusqu'en finale de la Ligue des Champions 2004, après notamment avoir éliminé le Real Madrid puis Chelsea. Monaco s'incline contre Porto, mais Deschamps vient de démontrer quelque chose d'essentiel. Son autorité de capitaine peut être transformée en compétence d'entraîneur. L'UEFA rappelle qu'il a atteint cette finale comme technicien, après avoir déjà gagné 2 fois la compétition comme joueur. Vient ensuite la Juventus, frappée par le scandale du Calciopoli et reléguée administrativement en Série B. Deschamps accepte une mission peu glorieuse en apparence, reconstruire et faire remonter le club. Il réussit, puis il retourne à Marseille comme entraîneur en 2009. Dès sa première saison, l'OM devient champion de France, mettant fin à 18 années d'attente. Il remporte également 3 Coupes de la Ligue consécutives entre 2010 et 2012. Reuters rappelle ce bilan ainsi que ses passages à Monaco et à la Juventus. Le 9 juillet 2012, Didier Deschamps est nommé sélectionneur de l'équipe de France. Peu imaginent alors qu'il occupera cette fonction pendant 14 ans. Il récupère une sélection encore marquée par plusieurs crises d'image et reconstruit progressivement un groupe compétitif. En 2014, les Bleus atteignent les quarts de finale de la Coupe du Monde. En 2016, ils arrivent en finale de l'Euro à domicile avant de perdre face au Portugal. Cette défaite aurait pu fissurer son projet. Elle devient au contraire une étape fondamentale. 2 ans plus tard,
En Russie, Deschamps bâtit une équipe moins préoccupée par la séduction que par l'efficacité. Le résultat est historique. Le 15 juillet 2018, la France bat la Croatie 4-2 en finale et remporte sa deuxième Coupe du Monde. 20 ans après avoir soulevé le trophée comme capitaine, Deschamps le soulève comme sélectionneur. Il devient alors seulement le troisième homme, après Mario Zagallo et Franz Beckenbauer, à remporter la Coupe du Monde à la fois comme joueur et comme entraîneur. La FIFA souligne cette performance exceptionnelle et lui attribue en 2018 le trophée de Best FIFA Men's Coach. La France remporte ensuite la Ligue des Nations en 2021 et retourne en finale de la Coupe du Monde en 2022. Face à l'Argentine, les Bleus reviennent plusieurs fois dans une rencontre devenue légendaire avant de s'incliner au tir au but après un score de 3-3. Même dans la défaite, Deschamps confirme une longévité presque sans équivalent au plus haut niveau. Les années suivantes sont plus contrastées. Chaque sélection provoque des débats. Son jeu est parfois jugé trop prudent. Ses relations avec certaines figures du football français alimentent les controverses. Ses choix deviennent presque des affaires nationales. Mais une constante demeure, ses équipes restent compétitives. En 2026, pour sa dernière Coupe du Monde comme sélectionneur, la France atteint encore le dernier carré avant de perdre contre l'Espagne puis contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place. Deschamps termine ainsi son mandat de 14 ans avec un record de 20 victoires en Coupe du Monde comme entraîneur. Ce parcours explique l'immense popularité du personnage mais aussi les critiques qu'il a suscitées. Deschamps n'est pas un entraîneur qui cherche systématiquement à plaire. Il préfère gagner. Cette culture du résultat lui a valu des adversaires, mais elle a aussi produit l'un des palmarès les plus impressionnants du football français. Claude entre dans sa vie à Nantes en 1985. Lui commence tout juste sa carrière professionnelle. Elle suit alors des études pour devenir orthophoniste. Leur relation se développe avant la célébrité mondiale, avant Marseille, avant Turin et bien avant les 2 étoiles de l'équipe de France. Le couple se marie le 2 juin 1989 selon Madame Figaro. Cette chronologie est capitale. Claude ne rencontre pas un champion du monde riche et installé. Elle rencontre un très jeune joueur dont personne ne peut encore garantir la trajectoire. Dans ses rares confidences, Deschamps reconnaît l'impact profond de cette rencontre. Lors du documentaire Didier face à Deschamps, diffusé en 2019, il explique qu'il vivait à l'époque une période faite de sorties et de amusements. Le jeune joueur commençait à gagner de l'argent et découvrait une liberté nouvelle. Claude, selon ses propres mots, lui apporte alors une stabilité et calme ses ardeurs festives. Il va jusqu'à expliquer qu'elle l'a remis dans le droit chemin. Voilà une première vérité souvent masquée par l'image du sélectionneur froid et parfaitement organisé. Didier Deschamps n'a pas toujours été l'homme extrêmement contrôlé que le public connaît. Il reconnaît lui-même avoir traversé une période plus insouciante. Son couple n'est donc pas né une fois sa discipline acquise. Il a participé à la construction de cette discipline. Claude fait ensuite un choix considérable. Elle renonce à poursuivre sa carrière d'orthophoniste et accompagne son mari au fil des déplacements imposés par le football professionnel. Marseille, Bordeaux, Turin, Londres, Valence. Chaque transfert signifie une nouvelle maison, une autre langue parfois, de nouveaux repères et un calendrier construit autour des impératifs du joueur. Madame Figaro souligne cette succession de déménagements et le rôle central de Claude dans la stabilité familiale. Il faut être prudent avec le mot « sacrifice ». On ne connaît jamais entièrement les décisions prises à l'intérieur d'un couple. Et rien ne permet d'affirmer que Claude les aurait vécues comme une condamnation. Mais objectivement, sa trajectoire professionnelle personnelle a été mise entre parenthèses, tandis que celle de son mari prenait une dimension internationale. La carrière de Didier Deschamps est visible dans les palmarès. Celle de Claude apparaît surtout dans les espaces laissés vides par cette carrière. Organiser, déménager, accompagner, élever et maintenir une continuité lorsque le football impose le mouvement permanent. En mai 1996 naît leur fils unique, Dylan. Pour Didier, cet événement dépasse les trophées. Dans ses confidences de 2019, il explique que rien dans les satisfactions professionnelles ne peut se situer au-dessus de l'arrivée d'un enfant. Mais il ajoute immédiatement une précision essentielle. Claude s'est beaucoup plus occupé de Dylan parce que lui-même n'était pas toujours présent. Cette phrase permet d'aborder le véritable angle sombre de cette histoire sans fabriquer de scandale. La difficulté du mariage de Didier Deschamps n'est pas, selon les informations publiques disponibles, une histoire d'infidélité secrète, de divorce dissimulé ou de guerre conjugale. Le problème beaucoup plus concret est le temps. Deschamps a raconté que Dylan le voyait souvent préparer son sac, partir, revenir, défaire son sac puis repartir. Il rappelle qu'un footballeur professionnel ne possède pratiquement pas de week-end et que, dans les grands clubs engagés en Europe, les matchs s'enchaînent également en semaine. Derrière cette description très simple se cache le prix réel du très haut niveau.
Les anniversaires que l'on doit organiser autour d'un calendrier, les soirées écourtées, les vacances conditionnées par les compétitions et la disponibilité mentale absorbée par le prochain résultat. Sur ce point, Deschamps ne cherche d'ailleurs pas à se donner le beau rôle. Il reconnaît son absence. Il ne prétend pas avoir été un père disponible tous les jours. Cette lucidité rend son témoignage plus intéressant qu'une prétendue révélation sensationnelle. Il y avait nécessairement une personne pour absorber davantage du quotidien familial pendant que lui disputait les Coupes d'Europe, les championnats, puis dirigeait les Bleus. Cette personne était principalement Claude. La finale de la Coupe du Monde 2018 constitue l'une de ces scènes. Après la victoire française, Claude et Dylan sont présents autour de Didier. L'image du sélectionneur, entouré de sa famille, montre l'envers du trophée. Derrière l'homme, qui vient d'atteindre le sommet, se trouvent les deux personnes qu'il décrit lui-même comme ses piliers. En 2026 encore, cette unité familiale reste visible. Claude, Dylan et Mathilde, l'épouse de Dylan, sont aperçus dans les tribunes pendant la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps comme sélectionneur. Leur présence revêt une importance particulière parce que la compétition se déroule dans une période de deuil. Ginette, la mère de Didier, décède le 23 juin 2026 et celui-ci quitte temporairement le groupe français pour assister aux obsèques avant de revenir auprès des Bleus. Après son dernier match à la tête de la sélection, en juillet 2026, Deschamps se rend également à l'Élysée accompagné de Claude. Après 14 années durant lesquelles le football français a vécu au rythme de ses décisions, elle se trouve encore à ses côtés lorsque cette immense page professionnelle se referme. La première révélation est qu'il considère Claude comme une personne ayant profondément changé sa trajectoire. Il reconnaît qu'au moment de leur rencontre, il profitait davantage de la fête, de l'argent nouveau et de la liberté acquise grâce au football. Leur vie commune l'a stabilisé. En 2019, il explique explicitement qu'elle a calmé ses excès de jeunesse et l'a remis dans le droit chemin. Ce ne sont pas les mots d'un homme prétendant avoir construit seul sa réussite. La deuxième vérité concerne la répartition du poids familial. Deschamps a gagné 2 Coupes du Monde dans 2 fonctions différentes, 2 Ligues des Champions comme joueur, de nombreux championnats et une multitude de distinctions. Mais il admet que Claude a assumé une part plus importante de l'éducation quotidienne de leur fils, parce qu'il était souvent absent. Il présente sa femme et son fils comme ses piliers et reconnaît que la présence de Claude a été, reste et restera essentielle pour lui. En d'autres termes, derrière le mythe de Didier Deschamps existe une dette intime qu'aucun trophée ne peut mesurer. La troisième vérité est celle du prix payé. La carrière de Deschamps est souvent racontée à travers ses victoires. Marseille 1993, France 1998, Euro 2000, Russie 2018. Mais les victoires masquent des milliers de jours organisés selon les entraînements, des centaines de déplacements et d'innombrables heures passées loin de la maison. Il ne s'agit pas de transformer cet éloignement en tragédie. Deschamps a lui-même rappelé qu'il ne voulait pas se plaindre d'une carrière aussi privilégiée. Mais il reconnaît que son fils l'a beaucoup vu partir et revenir avec ses bagages. Il existe donc une différence entre réussir sa carrière et être présent à chaque instant de la vie familiale. Deschamps a obtenu presque tout ce qu'un homme de football peut rêver d'obtenir. Ce qu'il ne pouvait pas acheter avec ses victoires, c'était le temps déjà passé. Voilà peut-être sa véritable erreur, si le mot doit être utilisé, avoir parfois été obligé de laisser le métier prendre une place démesurée. Mais ce serait injuste de présenter cela comme une faute morale volontaire. C'est aussi la conséquence d'un choix de vie accepté par un couple, avec des ajustements permanents et un partage des rôles qui n'a certainement jamais été parfaitement égal. À 57 ans, Didier Deschamps se trouve désormais à un tournant exceptionnel. Le 18 juillet 2026, son mandat de sélectionneur s'est achevé après 14 années à la tête de l'équipe de France. Reuters rappelle qu'il quitte la fonction avec un bilan historique comprenant le titre mondial de 2018, la Ligue des Nations 2021, la finale du mondial 2022 et un record de 20 victoires en Coupe du Monde comme entraîneur. En 1998, il était l'homme qui levait la Coupe du Monde. En 2018, il était celui qui observait ses joueurs la lever à leur tour. En 2026, il est celui qui accepte finalement de quitter un poste devenu presque indissociable de son nom. La FIFA et la FFF le placent déjà parmi les figures historiques du football mondial, notamment parce qu'il appartient au cercle extrêmement restreint des hommes ayant gagné une Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur. Didier Deschamps a gagné des matchs, des championnats, des Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde dans 2 rôles différents. Il a connu la célébration nationale et les critiques les plus dures. Il a perdu son frère, puis son père et en 2026, sa mère Ginette. Face à ces bouleversements, son réflexe a presque toujours été identique. Continuer, protéger ce qui appartient à l'intime et montrer le moins possible ses blessures. La FFF a confirmé le décès de sa mère pendant le Mondial 2026 et son départ temporaire du groupe pour rejoindre sa famille.
À 57 ans, alors que l'une des plus longues pages de sa vie professionnelle vient de se refermer, sa valeur ne peut donc pas être réduite au résultat d'un tableau d'affichage. Ses erreurs, ses absences et ses choix discutables font partie de l'homme. Ses trophées font partie de la légende. Mais la fidélité de ses liens, sa capacité à durer et sa reconnaissance envers ceux qui l'ont accompagné permettent de comprendre quelque chose de plus profond. Pendant toute sa carrière, Didier Deschamps a répété qu'aucun joueur ne devait être plus important que l'équipe. Sa vie privée raconte finalement une leçon à ses proches. Derrière l'homme, qui semblait toujours vouloir tout contrôler, se trouvait un homme qui savait qu'il ne pouvait pas tout accomplir seul.